Bonjour chez tout le monde, j'espère qu'on a tous bien dormi, assez dormi. On a passé un bon début de matinée. Et ce matin, on va avoir 1h30 à peu près pour les questions-réponses, c'est comme ça que ça s'appelle en tout cas. Des temps de partage, des questionnements sur nos pratiques, sur ce qu'on a entendu, sur des choses qu'on est en train de vivre peut-être ces derniers temps, des questionnements qu'on se pose. Alors c'est pas des questionnements intellectuels, hein. c'est pas des... Si c'est des questions intellectuelles sur le bouddhisme ou comme ça, il y a plein de sources dans lesquelles on peut aller se plonger et apprendre beaucoup. Du coup, c'est plus vraiment des choses de comment est-ce que moi, dans ma vie quotidienne, là, il y a un truc qui bloque en ce moment par rapport à ça. Peut-être dans une relation, dans la relation avec moi-même, au travail, comme ça. Plus des choses comme ça. Et Sam et moi, on essaiera de parler de notre expérience par rapport à ça. Ça ne veut pas du tout dire que c'est la réponse. C'est pour ça que j'ai un peu de la peine parfois avec questions-réponses, parce que ça semble qu'il y ait les questions et puis les réponses qui vont venir, ce qui n'est pas forcément le cas. C'est des partages d'expériences, et puis que souvent, même juste le fait de poser la question, le fait que ça vienne de là, jusqu'à que ça fasse son petit chemin, jusqu'à le sortir et le mettre en mots, il y a déjà quelque chose qui s'est transformé dans ce chemin-là. C'est juste de poser la question, ça fait quelque chose. Et du coup, après, peut-être après chaque réponse, on invitera un son de cloche pour reprendre un temps de respiration. Il ne faut pas essayer de penser à une question. C'est quelque chose peut-être qui vient naturellement, qui émerge. On sait que c'est là et puis ça elle arrive. Et de savoir que quand on a une question, ça peut aussi, si on est un petit peu timide de poser la question, souvent c'est un petit peu les mêmes questions que tout le monde a. Ou c'est peut-être formulé différemment, mais les choses avec lesquelles nous, éventuellement on bataille, ou on se questionne, on a des difficultés à faire des percées, des choses comme ça, souvent c'est des choses humaines. Du coup, comme il y a beaucoup d'êtres humains, on a un petit peu les mêmes. Voilà. Je ne sais pas si ça tu veux rajouter quelque chose. Peut-être ça va aider notre session aujourd'hui. C'est lorsque j'ai une question, moi-même j'ai une question, et j'ai envie d'aller poser la question à taille. Souvent, c'est comme d'habitude, je suis sûr qu'il va me dire « Qu'est-ce que toi tu en penses ?» Et c'est que ça commence toujours par comme ça. J'ai la question, et je dis « Ok, je suis en face de la taille, comment je vais répondre avec ce qu'il m'avait appris jusqu'à maintenant ?» Détachement, ne pas prendre les choses trop au sérieux, tac, 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 et la réponse, elle vient. Maintenant, est-ce que la réponse, elle est juste? Je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux en disant, si je lui pose cette question et il me contrepose la question, et je répondrai ainsi, je me sentirai mieux. Et c'est tellement marrant que la réponse, en fait, elle est en nous, en fait. C'est simplement parce qu'on oublie, en fait, qu'est-ce qu'on avait appris, qu'est-ce qui nous a appris, de ne pas prendre trop sérieux aux mots, de ne pas attacher à des choses. Et puis, ce qui nous bloque, c'est souvent à cause de ça. Un attachement à un mot, un attachement à quelque chose. Et c'est ça où tout d'un coup, je dis, ok, je crois que j'ai compris, maître. Merci. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai très peu de questions pour taille. Et à chaque fois, je suis satisfait de ma propre réponse intérieure. Et je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais en tout cas, ça marche depuis des années comme ça. Donc, voilà, je propose cette méthode à vous aussi. Il essaie de s'échapper, en fait. Donc, du coup, vous n'avez pas de questions. On va se promener. Si vous devez poser cette question à Taille, et Taille vous pose la question, que feriez-vous?
Voilà, c'est vraiment... Mais ça, c'est mon expérience personnelle et je vous partage ce que je pratique, comment je pratique et c'est mon propre expérience personnelle. Voilà. Dans le premier partage en famille avec Sam, quand il parlait de la visualisation positive, il y a vraiment une réflexion qui m'est venue de très profond et une question du coup que je lui ai posée et que j'ai posée à Carmel. Je fais personnellement avec des personnes atteintes de cancer de la relaxation visualisation positive et il y a un moment où je sens que ce serait presque indécent, c'est le mot qui m'est venu à ce moment-là, de proposer seulement ça, parce que c'est quand quelqu'un est dans un cancer difficile, que les traitements, chaque traitement vient et puis ne donne pas de résultat et il sent que de plus en plus son corps s'affaiblit et on sait bien quelque part que à un moment donné, probablement, il va voir la fin de sa vie. Voilà, ça a été ma première question. Puis, effectivement, j'ai eu la journée, la nuit, même presque, pour que ça travaille en moi, et l'enseignement de Karamaï. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne propose pas que de la visualisation positive, puisque les enseignements de Pai m'ont terriblement aidé, et que je demande aussi dans les sessions à aller à la rencontre de sa souffrance, et puis à pratiquer Tonglen. Et je me suis dit que pour chacune des personnes, quel que soit le stade où il en est dans sa vie, c'est une ressource, aller puiser dans ses ressources, dans ses bonnes graines, ça reste une pratique extraordinaire. Cela dit, je pose quand même ma question, puisque je te l'ai posée, pour entendre peut-être que ça a fait résonner en toi, est-ce que tu pourrais me donner comme piste pour que je travaille moi-même. J'ai une question aussi du coup par rapport à ça. Quand tu parles, pour clarifier, de visualisation positive, c'est-à-dire que de ce que j'ai compris, mais je ne suis pas sûre, c'est imaginer et visualiser qu'on va aller mieux. Est-ce que c'est ça? Alors, ou ça veut dire quoi? C'est un peu plus subtil que ça, mais c'est pour réaliser qu'en fait on n'est pas que la maladie. D'accord. Et qu'autour de la maladie, il y a plein de choses merveilleuses et que c'est important aussi de voir toutes ces choses qui vont bien et petit à petit ne pas rester dans cet enfermement qu'une maladie comme ça, dans laquelle une maladie comme ça peut venir te poser. Donc c'est plutôt ça, l'ouverture vers essayer de voir tout ce qui va bien, tout ce que vous nous avez enseigné en fait, d'une autre manière. Merci pour la question en tout cas. Ouais, c'est une belle question. Moi, j'ai pas d'expérience directe avec les personnes qui sont proches de la mort, mais de ce que j'ai entendu, ma mère a travaillé en tant que psychologue dans les soins palliatifs pendant des années et des années dans des hôpitaux, où j'ai son expérience de ce qu'elle me racontait et de ce que comment elle vivait la pratique par rapport à ça. Il y a deux choses qui me sont venues en fait. La première chose,
c'est clairement d'arroser les bonnes graines. Hein. Là. D'arroser les bonnes graines, clairement. Et des souvenirs. Hein. Il le dit souvent qu'au moment où on va mourir, c'est pour ça que c'est important de le faire maintenant. Parce que c'est des choses qui aident dans les moments où on va aussi en avoir besoin, hein, qui est les moments proches de la mort, ou des personnes qui nous sont chères, qui décèdent, ou qui sont dans cette transition-là, de rappeler toutes les belles choses. Comme tu disais, que c'est pas juste... on n'est pas juste la maladie, on n'est pas juste ce corps-là qui va mourir, mais il y a ce corps-là qui est en train de passer. Il a vécu tout plein de belles choses. Et de pouvoir se souvenir de toutes ces belles choses, de toujours raconter, hein, de se souvenir ensemble des belles choses qu'on a fait avec la personne. Ça, c'est une sorte de visualisation positive, j'imagine aussi, mais de visualisation de choses qui nous est vraiment arrivées. Donc ça aide aussi à voir la continuation. Je pense que pour moi, ce qui est très important à ce moment-là, et dans notre société, on a un petit peu de la peine dans la société occidentale, je trouve. Cynthia en parlait un petit peu dans notre partage hier. On voit beaucoup la mort comme quelque chose de morbide, hein, et puis de triste. En fait, il ne faut même pas trop en parler. Parce que c'est tellement triste qu'on préfère un petit peu le mettre de côté. Comme d'ailleurs la vieillesse et la maladie. Hein, on a un petit peu cette chose en ce moment à mettre de côté, et puis à ne pas regarder, à ne pas ressentir. Et du coup, le cadeau, hein, c'est vraiment la non-peur dans ces moments-là. C'est vraiment d'offrir cette chose, de voir que c'est pas... Je ne sais pas si je mettrais les mots de visualisation positive dessus, mais d'une réalité qui est en train de se passer, mais de ne pas en avoir peur. Alors c'est comment arriver à faire... Et je pense que les gens qui sont proches de la mort ont peut-être plus de facilité à toucher. Ou dans la maladie, on a peut-être une... on n'a pas le choix, hein, un petit peu, de pratiquer ou pas. On est mis dans des positions et dans des moments dans notre vie où on n'a pas le choix. Et que ça peut donner beaucoup de force, ça. Ça peut donner beaucoup de force. Ça peut donner beaucoup de dépression, mais ça peut aussi donner beaucoup de force. Et si, en plus de ce que je comprends, d'avoir peut-être des groupes, de le faire ensemble, mais ça donne encore plus de force. Et du coup, d'aller toucher ces réalités de non-naissance et de non-mort, hein, et de continuation. Et de visualiser là-dedans, du coup. Peut-être de visualiser les enfants, hein, de visualiser les belles graines qu'on a passées à ces enfants, de visualiser des choses concrètes et tangibles qui font partie de la réalité de la personne et qui aident vraiment à toucher cette chose de ne pas avoir peur de mourir. Hein. Je pense qu'on a été beaucoup au moment de la transition de Kai à sentir qu'il est... Moi, la chose ça m'a... Je l'ai appris en Suisse, c'était la nuit, hein. On a appris ça pendant la nuit, le soir tard. Et je me souviens, moi je me suis assise, et la chose qui est venue tellement fort, c'était mon Dieu, mais you did such a good job. T'as fait un tellement bon travail. Parce qu'à ce moment-là, on sentait qu'il n'était pas mort, quoi. Hein, on sentait qu'il était tellement présent. Et de pouvoir... Et je sais que des milliers de personnes ont senti ça, hein, à ce moment-là, que c'était comme s'il y avait, que ça s'était décuplé son énergie, que tous ces enseignements mais il nous a enseigné ça tout le temps, hein, il nous a préparés à des moments comme ça. Alors quand on est dans des moments de préparation comme ça, c'est très très précieux, c'est un travail très très précieux qu'on fait, de préparer les gens à cette non-peur-là et à démortifier, je sais pas comment dire, démorbifier la mort, hein, de pouvoir en faire quelque chose de sain, de profondément sain et de beau. De beau. Dans cette chose ouais. Il le dit, c'est souvent, hein, le cadeau le plus beau qu'on peut faire à quelqu'un qui va mourir, c'est la non-peur. Mais alors c'est ça, il faut aussi le pratiquer pour soi-même, comme tu disais. Et de demander aux gens les rituels qui les aident.
aussi. Parce que je pense, dans différentes cultures, après ça dépend d'où on vient aussi, mais différentes cultures ont différentes manières d'être avec la mort et le moment de transition aussi. Hein. Du coup, je pense que c'est important de comprendre bien la personne pour l'aider à transitionner, c'est de pouvoir comprendre aussi peut-être les rituels qu'eux-mêmes ils ont dans les cultures. Hein. Et d'y retourner à ce moment-là. Je n'ai pas non plus l'expérience d'être proche des gens qui vont mourir. Et donc là, j'ai aussi très peu d'expérience pour pouvoir te partager ça. Par contre, ce que j'ai comme réflexion, c'est que je sais que ce n'est pas facile si on ne s'y prépare pas. Hein. Si on ne s'entraîne pas à courir, on ne va pas courir un marathon. Et là, on est en face, pas un marathon, c'est un triathlon. C'est l'Everest qu'on est en train quelqu'un qui va s'affronter. Donc on ne va pas lui dire c'est facile, vas-y, tu penses que tu vas y arriver et tu vas y arriver. Non, parce qu'il ne s'est jamais entraîné à ça. Donc et le temps est limité pour nous pour pouvoir transmettre ça à cette personne-là, de le coacher. Donc en fait, et puis ça dépend aussi des personnes. Chacun est ouvert à ça. Donc en fait, quand je me suis dit, c'est très difficile de pouvoir transformer quelqu'un. Et ce qu'on a appris ici, si on veut transformer quelqu'un, commençons par soi. C'est-à-dire apporter cette fraîcheur qu'on a et partager les expériences. Moi, mon expérience face à la mort, donc il y a maintenant 2 ans, durant le Covid, mon papa paternel, donc mon papa est mort du Covid. Et l'année suivante, il y a Taï. Donc j'ai 2 pères biologiques et spirituels qui décèdent l'un après l'autre. Mais en fait, avant même la mort de mon père, je m'y préparais déjà, je voyais déjà. Et je le voyais aussi, les qualités qu'il a, et je l'essaye de les retrouver en moi, et je m'y travaille en disant, ça c'est cette qualité qu'il a. Ça c'est un peu la théorie, si on veut transmettre à quelqu'un, de dire, vous avez aussi les qualités. Par contre, ce que j'essaie de faire maintenant avec ma mère, dans le sens où je dis, tu sais, si moi je meurs, j'aimerais bien que ce soit simple. Je vulgarise, je ne sais pas comment on dit le terme, moi je veux démortifier la mort en disant c'est juste un voyage. Donc même moi, donc je ne prends pas son exemple, je dis moi, si je mourrais, j'aimerais bien que ce soit simple, je ne veux pas des grandes cérémonies comme on a d'habitude, hein, les Vietnamiens on a des grandes cérémonies dans le bouddhisme et puis tous les chants et tout ça, non merci, je veux que ce soit le plus simple, le plus calme possible. Et je parle de manière très légère de la mort et moi-même, je ne vois pas où est le problème. C'est le jour de mon voyage, j'aimerais bien que ce soit organisé simple et pas trop compliqué. Donc je rends les choses légères. Voilà. Donc si je reviens un peu dans le cadre du travail que toi tu as, Janine, c'est comment rendre le cadre léger, apporter des images, des exemples simples, des enfants, en parlant de... Parce que ces gens-là, ils sont dans un mode très négatif. Hein. Ils sont dans le mode tout va mal, ça va pas, je vais mourir et tout. Donc en fait, ils sont dans ce mode négatif, cette cercle malicieux qui fait que tourner dans ce sens-là. Donc nous, le seul moyen qu'on pourrait faire, c'est de faire sortir un petit peu de ça. Et sortir par nous, par notre joie, par notre... Parce que souvent, c'est parce qu'il t'aime aussi, qu'il veut bien oublier ce côté négatif qu'il a. Hein. D'être proche de toi, et te voir heureuse et joyeuse et tout, ça le sort un peu de son quotidien. Et donc, pour revenir, pour moi, tout ce que je peux faire dans ces situations, je ne vais pas pouvoir influencer ces gens beaucoup. Le seul truc que je peux faire, c'est d'être joyeuse, apporter de la fraîcheur, que cette personne, chaque fois qu'il me voit, ça lui fait sortir un peu ce cercle vicieux, cet environnement ombrageux qu'il a. Et simplement, voilà, et puis d'amener des exemples, comme tu disais, des fois des enfants, si cette personne a des enfants, parler, oh ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils ont des qualités et tout, et parler de ce qui est bien, et ça lui fait sortir de ça. Et en fait, le fait de voir qu'au-delà de son corps, il a tout ça, et tout ça va rester, et ses propres qualités sont là. Voilà, mais des fois, ça dépend des personnes, on ne sait pas s'ils sont prêts à écouter, ils sont habitués à ça ou pas.
Donc vraiment, ça, à chaque personne, j'adapte. Mais seulement, la seule chose que je ferais, c'est moi-même. Lorsque je viens vers ces personnes, je dois être frais, vraiment joyeux et apporter quelque chose d'autre qu'ils ont au quotidien. C'est tout ce que je peux faire. C'est comme ça que je ferais. Une autre chose qui m'est venue quand Sam parlait, c'était de faire des méditations. Moi, je sais qu'une des méditations que je préfère, c'est pendant la retraite de 2014, il a beaucoup parlé des différents corps qu'on a. Qu'on a ce corps-là, mais qu'on en a aussi d'autres. En particulier le corps du cosmos, le corps cosmique. Et du coup, de se mettre en relation. Et encore une fois, c'est pas une chose à faire seulement quand on va mourir. C'est de se mettre en relation avec les éléments en nous et autour de nous. De se mettre en relation avec nos corps. Comme Sam disait, ça peut être les enfants, la famille, la nature, tout l'environnement physique autour de nous, les étoiles. C'est vraiment de se rendre compte qu'on a plusieurs corps, quoi, que si celui-là il va, il rejoint le plus grand, et que ça fait un peu moins peur du tout aussi. Parce qu'on a pris refuge dans quelque chose qui est un peu plus grand. Quand j'imaginais des visualisations positives, j'imagine que ça c'est aussi des méditations que vous faites. Merci. Expérimenté parfois et il y a toujours des tiraillements d'un côté de l'autre et je sens que je suis toujours en tension. Arriver à trouver juste la phase entre deux, comment on peut être avec et l'accueillir. Peut-être que l'un ou deux éclairer là-dessus. Quand tu dis tiraillement, c'est tiraillement entre deux, c'est entre quoi et quoi? Je sens que je veux donc le mental veut essayer de dire ok, voilà, je suis avec, mais le corps se raidit, le corps tu vois, ou le mental se raidit, et je suis tiraillée entre ces deux pôles. C'est un petit peu ça, cette tension, et je sais que parfois ça se passe d'être juste au centre entre ce tiraillement et ce
Je veux bien commencer et puis ça m'ajoutera. Pour moi, je crois que ça dépend Enfin, il y a différentes manières d'être avec ma douleur suivant quelle est ma douleur, quelle est l'intensité de ma douleur aussi. Je ne vais pas forcément le faire de la même manière à chaque fois non plus. Il y a des fois, comme tu as dit, il faut juste changer le CD. C'est pas le temps d'être avec. C'est pas le moment d'être avec. Juste mettre quelque chose d'agréable à la place. Sans essayer absolument de se tendre sur la chose. Parce que comme tu dis, sinon il y a des fois c'est juste de la tension sur la chose et puis il n'y a pas de détente. Du coup, d'amener un petit peu d'espace par rapport à ça. Et ça, je l'ai vécu très fort avec ma petite sœur qui a eu des crises d'anorexie très 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 fortes à une période. Et qui était très bon. Moi, j'étais rentrée à la maison à un de ces moments-là et moi j'étais en mode il faut l'aider. Et du coup, crispée sur le truc, quoi. Et c'est elle qui m'a beaucoup aidée en fait. Elle m'a dit un jour, elle m'a dit, tu sais, j'y pense tellement tout le temps à ce truc-là, c'est tellement présent, mais 24 heures sur 24, de manger, pas manger, qu'est-ce que je vais manger, je mangeais un tout petit peu, enfin je pense que certaines personnes peut-être connaissent un petit peu, tellement omniprésent, et puis ça mange hein, de l'intérieur, que la seule chose que tu peux vraiment faire pour m'aider, c'est de me faire penser à autre chose, quoi. Détends-moi avec autre chose, de pas me faire justement penser à ça. Et que c'est là que du coup je l'ai amené au hammam. C'est d'être avec le corps et de faire des choses qui détendent le corps et d'être avec dans un endroit qui est sain, de faire des choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est super important des fois, suivant la douleur encore une fois, mais peut-être de ne pas me stresser dessus, mais qu'est-ce que je peux faire qui va aussi avoir un impact, mais qui ne vient pas directement me coller le nez dedans. Mais qui aide autour, quoi. Qui fait un peu danser les choses autour. Après, une autre chose, c'est reconnaître, qui est différent de vouloir pouvoir accepter, pour moi. Il y a vraiment cette chose, mais c'est quelque chose qui se passe, comme tu disais, c'est à 1 millimètre près, dans l'esprit et dans le corps. Hein. Juste reconnaître, c'est ça. Et ça, pour ça, je sais qu'il y a le sutra des 4 établissements de la pleine conscience. Pour moi, c'est le sutra qui est magique par rapport à ces choses-là. Parce qu'il est d'une déculpabilisation. Il dit que quand le pratiquant voit qu'il a du désir, il dit « j'ai du désir ». Quand le pratiquant sent qu'il n'a plus de désir, le pratiquant dit « il n'a plus de désir ». Quand le pratiquant sent qu'il est dans l'ignorance, le pratiquant sait « il est dans l'ignorance ». Et c'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre que ça. Et de le lire, mais ça détend, enfin moi personnellement, ça me détend de l'intérieur. Parce qu'il y a encore un petit peu ce qu'on parlait hier et avant, hein. Cette chose de simplement reconnaître que c'est ça et ne rien vouloir d'autre que ça. Et de mettre un mot dessus, hein, de pouvoir dire, ok, c'est tu es là. Et de mettre le nom de la chose. Alors, pour moi, ça c'est autre chose qui change, qui peut vraiment changer les choses. De dire que il y avait autre chose, mais qui est partie là juste tout de suite. Oui, c'est de l'inviter après, plus tard. Je sais généralement les patterns qui me font souffrir, on connaît un petit peu notre esprit. Et du coup, peut-être un jour où je vais bien, de me poser un coussin devant ou de préparer une table avec des choses agréables à manger sur la table ou quoi, et d'inviter la chose à venir. Mais à un moment où je vais bien, où je ne suis pas dans le stress justement. Et d'avoir une conversation avec, de poser des questions, de me remettre dans, si c'est une situation par exemple qui a été difficile, dans un moment où je suis solide, où je suis fraîche, où je suis bien dans moi, où je suis heureuse, de dire ok, ben là maintenant c'est peut-être un bon moment d'aller revisiter les choses. Mais parce que j'ai déjà cet espace à l'intérieur.
et d'aller voir un petit peu plus loin, de me remettre, ok, c'était quoi cette situation? Comment est-ce que ça m'a mis intérieurement? C'était quoi les tensions? Là, je me souviens, c'est vrai, j'avais un petit peu les tensions au ventre. Je me suis sentie un petit peu refermée sur moi-même. Et de me remettre là-dedans, tout en gardant la conscience de ma respiration et de ma posture, de moi étant bien maintenant, et d'aller revisiter ces choses-là. Et que là, il y a peut-être des choses nouvelles généralement qui viennent aussi. Là, ça, c'était les 3 choses qui m'étaient venues, comme tu disais. Moi, ce que je pourrais te partager, c'est simplement la douleur physique, parce qu'en fait, ça, je l'ai vécu. Donc, souvent, il m'arrive de temps en temps, j'ai mal aux pieds. Donc, là, les gens ils disent toujours que tu as des petits pieds et tu es un peu lourd en haut. Ce qui fait que ça appuie sur les poings. Mais c'est vraiment des douleurs mais incroyables. C'est-à-dire que je ne peux pas marcher. Vraiment, des fois, il faut que je me mette à 4 pattes pour me déplacer, ou je dois avoir des béquilles. Et souvent, quand j'ai mal comme ça, je tiens mon pied et je le masse gentiment comme ça. Et je lui dis merci. Merci. Merci de me rappeler comme quoi, en fait, de ne pas avoir mal aux pieds, ça fait tellement heureux. Et merci de m'avoir rappelé. Et je sais que tu viens pour me rappeler, mais tu vas partir aussi dans quelques jours, 3 jours, peut-être 4 jours, mais je sais que tu viens, mais pour me rappeler. Et c'est un peu, ça me fait penser à l'histoire hier de Karama qui avait sa colère, quelque chose qui sort comme ça, et au lieu de le pousser, le casser ou mettre dans une marmite, hein, comme j'ai raconté à Françoise, pour bien le cacher, on vient avec amour. Et en fait, ce que tu viens de dire aussi, c'est de reconnaître, simplement de dire, je sais que j'ai mal, je sais que c'est pas du tout agréable, mais je sais que tu es là. Et je le masse et je dis, pauvre mon petit pied, j'ai jamais fait attention à toi, je fais attention au cœur, je fais attention aux poumons, je fais très bien attention à tout ce qui est organes vitaux, donc je prends soin d'eux. Par contre, toi, c'est un dû. Hein. Je marche, je me lève le matin, je ne fais pas attention. Et donc là, je reconnais que tu es très important et que rien que le fait d'avoir mal aux pieds, ça chamboule toute mon organisation, même mon état mental, qui d'habitude est plutôt solide. Là, il est en train de flancher parce que j'arrive pas à dormir, je dors mal et donc je me sens pas bien dans la peau. Et donc en fait, tu es super important et je me rends pas compte du tout. Je suis désolé et merci de m'avoir rappelé. Et donc en fait, ça me fait penser simplement, je sais pas si ça va marcher ou pas, mais le fait de l'identifier, ne pas voir comme quelque chose de négatif, quelque chose agressif, qui vient, mais simplement qui est là, qui d'habitude qui est très gentil, hein, pour me rappeler quelque chose. Et il est là pour me rappeler qu'en temps normal, en tant que cette douleur n'est pas là, il y a une merveille. Et j'avais souvent la tendance à l'oublier. Et aujourd'hui, il vient, il me rappelle ça. Et rien pour ça, je remercie. C'est un peu comme la transformation, on parlait de ces derniers jours. On ne voit pas quelque chose de négatif. Sans lui, il n'y a pas l'autre. Cette douleur-là, sans cette douleur-là, on ne sait pas le plaisir de ne pas avoir de douleur. Cette tristesse-là ou cet tiraillement-là, sans ce tiraillement-là, je ne saurais pas ce que c'est la paix, la paisibilité. Donc en fait, merci de me rappeler. Et au lieu d'avoir toute cette, mais pourquoi, tout d'un coup, c'est beaucoup de douceur, vraiment beaucoup de douceur, qui embrasse en fait ce problème-là. Est-ce qu'il va résoudre? On n'en sait rien. Mais rien que ce moment-là, on sent bien. On sent bien. C'est ce que j'essaie de faire en massant du moment. Elle dit merci de me rappeler ça. Merci. Et voilà. Et 2-3 jours après, ça part. Hein. mais c'est comme ça. Et ça me permet de passer le moment. Sinon, c'est pas évident du tout.
S'il n'y a pas de questions, on va attendre aller faire une super grande marche. Hein. Il fait beau. En 2014, j'ai reçu les autres entraînements. Et puis, le nom de équilibre joyeux et compatissant du cœur par Chan Kong, Sir Chan Kong. J'ai essayé de maintenir vivant ces 5 entraînements comme c'était indiqué en fait. À cette époque-là, je sais pas, on disait qu'il fallait en tout cas les lire tous les 3 mois. Bien sûr, les lire plus, mais ne pas les laisser, les abandonner trop longtemps. Et là, en ce moment, justement, par rapport à ce nom qu'on m'a donné, je suis dans une ambivalence parce qu'à la fois, j'aimerais beaucoup donner dans ma famille et partout. Et en même temps, j'ai besoin de m'occuper de moi-même à cette période de ma vie. En étant retraitée depuis 10-11 ans maintenant. Et j'ai beaucoup de peine à trouver un équilibre là, en ce moment, par rapport à ces 2 pôles en fait, ces deux pôles. Et comment le faire passer? Parce que mes filles me disent que je suis ambivalente, hein, ce qui est vrai quelque part. J'ai cette ambivalence, ça a aidé beaucoup, et puis vouloir faire des choses pour moi. Alors, voilà. Je ne sais pas quoi faire avec ça après. J'ai de la peine. Et j'ai travaillé avec des personnes malades, c'était mon travail pendant toute ma vie. Et maintenant, j'ai envie d'autre chose. J'ai pas trop envie de travailler avec des gens malades, et en même temps, je sais que je peux aider des gens, c'est sûr. Mais voilà. C'est difficile. En t'écoutant, ça me fait rappeler une histoire. Rien à voir, pas d'animal. C'est en fait dans un avion, lorsque l'avion tombe, chute, vous avez tout de suite les masques qui tombent, hein, les gaz, l'oxygène. Et la première chose qu'on vous demande, c'est de mettre sur vous, en premier.
Pas votre petite fille, votre enfant, tout ça. Priorité, mettez-vous sur vous. Ce n'est qu'en protégeant vous-même que vous allez pouvoir vous occuper de vos enfants. D'accord? Donc en vous écoutant, ma première réflexion, c'est prenez soin de vous. Je n'ai pas d'hésitation. Est-ce que je dois faire l'autre ou pas? Prenez soin de vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, comment vous voulez aider les autres? Bon, on réfléchit ça. Immédiatement, prenez soin de vous. Revenez, qu'est-ce que vous fait du bien? Ça fait trop longtemps que vous avez occupé des autres et vous avez oublié un petit peu vous, parce que si vous avez ce sentiment-là, ça veut dire que votre soi là, a besoin que vous preniez soin de vous. Et n'ayez pas de honte de dire, par le passé, je suis quelqu'un qui aide les autres, maintenant je me prends soin à moi-même, je suis égoïste. Pas du tout. Surtout quand on a dans l'esprit que je suis en train de me porter le masque. Là. Je suis en train de porter le masque d'oxygène. C'est parce que je m'aimerais bien aider encore, mais pour l'instant, j'ai besoin de prendre ce masque parce que l'avion est dans la zone turbulence. Et là, je dois porter ce masque. D'accord? Ça, c'est vraiment mon réflexe. Et je vous dis, et en vous écoutant, je suis sûr que lorsque vous portez le masque, vous vous sentez bien, vous saurez ce qu'il faut faire. Mais maintenant, priorité, prenez soin de vous et n'ayez pas peur, soyez fiers, vous savez pourquoi vous faites. Vous n'êtes pas égoïste, vous n'êtes pas égoïste, je suis en train de me protéger moi, pour que je puisse aider les autres ensuite. Si je ne le fais pas, je vais mourir et les autres aussi. C'est ça le pire. Non seulement je ne peux pas sauver moi-même, mais aussi les autres. Alors là, prenez soin de vous. Portez le masque. Sam, il a fait le maître zen un petit peu là. C'était très clair. C'était très clair. Juste un point à rajouter, c'est que souvent, quand on a pris beaucoup soin des autres, bah, ils ont l'habitude aussi de nous voir d'une certaine manière. De nous voir sans masque, en train de nous accaparer et essayer de sauver tout le monde. Du coup, c'est comme ça qu'ils nous connaissent. Du coup, si tout à coup on porte un masque, ils me disent « Attends, mais oh, c'est qui? Je ne la reconnais plus, celle-là. » Du coup, c'est aussi d'habituer les autres à nous voir bien avec un masque à oxygène. Hein, Et comme ça me disait, sans honte, avec une fierté. Quand moi j'ai entendu la fierté, il y a un truc où on est plein à l'intérieur, c'est oui, c'est ça qui est bon, et paf, on le fait. Et avec de l'énergie. Hein, il y a une énergie qui est là, vitale. C'est de l'énergie vitale qui dit non, j'ai besoin d'oxygène. Et quand les autres personnes vont nous voir avec cette énergie vitale à l'intérieur de notre corps et qui émane de notre personne, et ben ça va être très facile à accepter. Mais si on est encore dans les hésitations de oui mais peut-être le masque, mais attends mais quand même il faut les aider, et comme vous disiez cette ambivalence là, ben ça donne des choses pas claires, hein, ça donne un message pas clair à l'autre, et si moi je donne un message pas clair, je suis aussi pas claire avec moi, et puis du coup j'ai la frustration parce que je fais pas vraiment ce que je veux faire. Et puis après, je vais être frustrée envers les autres parce que c'est quand même de leur faute. Encore, à nouveau, c'est moi qui m'en occupe. Du coup, il y a tout plein d'autres choses on n'émane pas une force vitale. Hein. On émane de la frustration, on émane de la colère parfois, des trucs un petit peu tendus, pas bien. Et c'est ça qu'on donne aux autres à ce moment-là. C'est pas de l'oxygène. Du coup, il suffit de vraiment entendre ce que Sam a dit, de l'entendre profondément, et puis d'avoir confiance que si moi je suis oxygénée, ben, les autres ils vont me voir oxygénée, et que ça va faire passer le message. Hein, mais que j'ai vraiment besoin moi-même d'avoir cette énergie qui est dans mes cellules et qui passe, et qui va passer à travers. Et les gens ils reçoivent ça et ils comprennent tout de suite.
Ils comprennent tout de suite parce que ça donne aussi envie. Hein. Et puis on a envie d'être proche de cette personne comme ça. Hier, tu as mentionné le thème du rythme. Et c'est vrai qu'on est dans une société où le rythme il est assez frénétique, où on essaie de stimuler de partout, par tous les moyens. Puis nous-mêmes, on se stimule tout le temps aussi. On est un peu à la recherche de ça. Et le nuit, il fait peur parfois. Et je voulais savoir. Ton expérience et ton cheminement par rapport à ça, c'est quoi en fait un rythme sain au final? Et ça serait quoi une société avec un rythme sain? Parce que là, je découvre un nouveau rythme avec la grossesse et c'est pas non plus sain parce que des fois, je dois dire non et puis je me dis, mais encore 3 mois de toi, comme tu peux dire non, et puis j'ai envie de dire non, je me sens pas là à faire des choses, différentes périodes de la grossesse. Et avec la grossesse, j'ai découvert en fait qu'il y a tout qui change et que travailler comme certaines femmes travaillent jusqu'à l'accouchement, jusqu'à ma dizaine de jours, vu que toi, tu as connu un autre rythme. Je pense que c'était intense au village de Prunier, mais qui était quand même différent. Tu peux partager, ce serait quoi enfin, un équilibre, un rythme? On peut approfondir ce sujet. Voilà. Ce serait quoi un rythme qui soutient la vie dans toutes ses phases?
lorsque tu parles de rythme, je pense à la musique. Je suis un très mauvais musicien d'ailleurs. Mais en fait, dans une musique, il y a des moments où ça accélère, des moments où ça ralentit. Et en fait, c'est grâce à cette variété que ça donne en fait une musique, elle est belle. Si c'est une musique qui a les mêmes notes, qui est toujours constant, qui est toujours la même chose, elle n'est pas magnifique. Enfin, je trouve, enfin, je pense, en tout cas à l'oreille. Et donc en fait, dans notre vie, en fait, il y a des moments, il y a des rythmes, que ce soit des fois accélérés, courts. Il n'y a pas vraiment de, comment dire, pour moi, il n'y a pas un bon rythme à tout. Chaque rythme a sa phase, à son moment. Comme tu disais tout à l'heure, être enceinte, en fait, c'est aussi ça change de rythme. Et ce rythme-là, on ne le retrouve en harmonie avec... parce qu'en fait, on a une attente. Et cette attente ne matche pas avec ce qu'on pense que ça devrait être, que ça devient problématique. On accompagne ce rythme, on suit le rythme tel qu'il est, et on n'attend rien, tout d'un coup, ce problème est moins perturbant. Je ne sais pas si j'arrive à exprimer ainsi. Donc, la même chose pour moi, lorsque Dai a donné naissance à Lac, c'est un autre rythme. C'est 1h30, hop, on se lève, on change, hop, on rendort, puis Arnaud, tu verras, c'est sportif, c'est vraiment sportif. Et on dormait très peu dans la nuit, donc ça change complètement le rythme. Et bien sûr, c'est fatigant parce que ça nous fait manque de sommeil et tout ça, donc ça se fatigue. Par contre, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, mais pourquoi je dois vivre ce rythme-là? C'est trop stressant, c'est quoi ce truc-là? C'est plutôt, je suis là avec Dai, et elle allaite, et moi, mon rôle, c'est de changer Lac pour qu'il puisse en fait se réveiller, pour qu'il puisse se nourrir et il sera en forme. Donc je ne me vois pas comme une obligation de suivre un rythme, mais je suis là avec ce rythme-là, dans cette phase-là, à ce moment-là, pour participer à une sorte de partition et dans laquelle je contribue. Tu vois, je ne me dis pas pourquoi je suis dedans. Je suis dedans et je suis en train de faire quelque chose ensemble avec l'autre. Et pourquoi je le fais? Parce que j'aimerais bien que là, qu'il puisse bien allaiter, bien se nourrir. Et voilà. Et puis en même temps, je contribue. Il n'y a pas que le travail de Dai qui doit s'occuper du petit. Le papa peut aussi s'occuper du petit. Et je le change. Je suis un spécialiste. Quand j'entendais Mark Zuckerberg qui disait j'ai compris qu'il fallait mettre 2 pampers pour pouvoir changer. Moi, je t'avais avant toi. Il fallait faire ça, il faut rapide, parce que pour être rapide avec Lac. Si on le change lentement, il y a des dégâts, donc vite. Et il y a des trucs, des astuces pour le faire. Donc finalement, ça devient presque, je participe à ça, tu vois. Mais je vois pourquoi je le fais dans ce sens-là. Et je cherche un peu et je pense qu'en fait, ce qui nous fait souffrir souvent, c'est parce qu'on se dit, mais il y a un décalage. Je m'attends à ça, et comme c'est pas ce que je m'attends, voilà, je me stresse, ou je me sens pas bien. Donc en fait, je me reviens toujours à moi-même et me dire, ok, c'est parce que s'il y a un truc qui ne va pas, c'est parce que j'ai une attente. Si cette attente ne matche pas avec ce que je veux, c'est pour ça que je me sens pas bien. Maintenant, c'est à moi de jouer avec la musique, d'être avec le rythme. Et être le rythme et chercher le pourquoi je dois être dans ce rythme-là, c'est ça qui... Et heureusement, c'est des actions qui sont bonnes. Si maintenant on se stresse dans une entreprise où on doit stresser pour faire quoi? Pour faire enrichir un certain groupe de personnes, et puis ces personnes-là n'ont rien à penser à ses employés, ils sont là que pour l'argent, qu'est-ce que je fais là? Mieux vaut que j'aille chercher une autre entreprise où lequel je peux me sentir que d'être dans cet environnement où tout le monde fait la course, et je dois me suivre et je ne vois pas le but derrière. Là, je voyais le but, pourquoi je dois dormir très peu et je suis avec Dai pour prendre soin de Lac. Ça, je comprends. Par contre, je vais mettre dans une entreprise, je mouline comme pas possible. Et pourquoi? C'est pas pour moi, c'est ni pour mes collègues, ni pour rien, c'est pour quelques personnes. Là, ça ne va pas. Je quitte dans ce sens-là. Si je ne me sens pas bien, je le quitte. Mais dans le rythme qu'on parle, dans le quotidien,
c'est parce qu'on a toujours un décalage avec nos attentes. Donc moi je pose toujours en fait, si j'ai un truc qui ne me plaît pas, c'est parce que j'ai une attente. Et cette attente ne matche pas. Est-ce que cette attente-là est justifiée? Des fois c'est parce qu'on a l'habitude de dire que les papas on ne devrait rien faire et puis tout d'un coup maintenant je dois faire quelque chose. Ah peut-être que c'est à moi de m'adapter, de dire que c'est un peu vieux jeu, cette mode de pensée. C'est plus à la mode maintenant, les papas peuvent contribuer, alors en fait on change notre manière de penser et on s'adapte. Enfin, ça me vient comme ça quand tu parlais de rythme, je voyais la musique et je voyais qu'en fait la musique c'est pas mauvais quand ça va vite. Des fois ça va vite, ça donne la pêche, et quand c'est doux, c'est calme, c'est relaxant. Donc en fait il n'y a pas de mauvais. Des fois c'est bon aussi le rythme intense, c'est vivant. Les enfants qui courent et tout ça, c'est vivant, donc c'est bien. D'accord? Donc quand j'entends le rythme, je vois ça toujours. C'est-à-dire que quel que soit le rythme, il est beau. Maintenant, pourquoi il est beau, pourquoi on n'est pas, c'est parce qu'on a une attente qui ne matche pas. Et donc je reviens vers moi pour voir qu'est-ce qui ne me plaît pas là-dedans. Et s'il y a une bonne raison, je m'y adapte. C'est à moi d'adapter à la musique. Voilà. Et ce n'est pas le problème de la musique. C'est moi, celui qui écoute, qui n'a pas suivi le rythme. En écoutant Sam parler, ce qui me vient, c'est que le rythme... je ne sais plus comment tu avais posé la question, Katia, mais... un rythme idéal ou le rythme sain qui soutient la vie, ouais, qui soutient la vie. Ça, c'est d'avoir le temps c'est le rythme qui me donne le temps, qui me permet, qui me donne le temps de vivre et le temps d'aimer. Qui me donne... dans ce que j'entends de Sam, j'entends bien ça, peu importe les choses qui s'y passent, et le rythme rapide ou pas rapide, hein, d'intensité, mais où je peux prendre le temps de vivre et bien prendre le temps d'aimer les gens qui sont autour de moi. Et que pour ça, pour moi, je sais que personnellement, le rythme, les rythmes naturels de la nature m'aident beaucoup aussi à voir si j'ai vraiment le temps de vivre ou si c'est un petit peu la course non, c'est pas les ratons laveurs, c'est quoi les hamsters, les petits hamsters qui tournent là, dans la petite roue. Est-ce que je suis plus là-dedans ou est-ce que je suis un hamster en liberté? C'est ça qui court pas qui est pas mis en cage dans une petite roue. C'est un rat de campagne ou de forêt. Et pour ça aussi, de revenir au rythme de mon corps, si on parle de nature et de la... Comment on dit wilderness en français? Il y a un mot pour dire wilderness? La nature sauvage. La nature sauvage, sauvagité, c'est la nature sauvage. C'est vrai qu'il y a la nature sauvage, mais il y a... C'est pas pareil, parce qu'il n'y a pas le mot nature dedans. Il y a aussi une wilderness, c'est notre propre corps, hein, qui est aussi, du coup, d'écouter le rythme de mon propre corps. Et je pense que des moments comme de donner naissance, d'avoir la vie qui se met, comme on disait tout à l'heure, des moments où il y a de mort, où il y a la maladie et la mort qui s'installent, c'est des moments de transition qui sont tellement forts, où le rythme change de manière tellement palpable et physiquement, on le voit beaucoup plus que peut-être quand on est entre 18 et 60 ans, 65 ans, 70 ans, où il y a moins de choses qui se passent, hein, au niveau physique. Après, on peut y avoir le rythme des règles pour les femmes et différents rythmes pour les hommes aussi. Mais de revenir du coup à ces rythmes-là physiques qui apprennent aussi beaucoup, hein, qu'il y a des rythmes, qui voilà, moi, il y a des périodes où je peux être dans un rythme, où il y a cette énergie qui va vers, qui est plus dans la créativité, dans
les choses à entreprendre, et puis des moments où maintenant c'est plus l'inverse. Hein. C'est et des moments dans le mois et des moments dans les années. Des temps de printemps, il y a des temps d'automne, il y a des temps d'hiver, du coup de pouvoir respecter ces rythmes-là. Et de voir que, comme ça me disait, que il y a si moi je vois que ce qui me crée des difficultés, c'est quand mon attente ou le rythme extérieur colle pas avec mon rythme à l'intérieur. Et c'est là où ça fait des résistances. Hein. Je sais qu'il y a du coup des choses où moi je suis en résistance. Et dans cette résistance-là, je suis ni dans mon rythme, ni dans le rythme qui est à l'extérieur. Hein. Je suis juste en... C'est pas ça qu'il faut autre chose. Du coup, pas bien dans le moment présent. Non, je voudrais que le moment présent soit différent. Du coup, pas dans l'acceptation du moment tel qu'il est, et de moi tel que je suis, et de l'environnement tel qu'il est. Être dans l'environnement, ça ne veut pas dire forcément que cet environnement-là va être mon environnement pour tout le temps. Peut-être que, encore une fois, c'est un moment de rythme. Moi, je sais que de vivre à Genève, je pense sincèrement pas que ça va être mon rythme pendant les 15 ans à venir. Hein, parce que je sais que c'est pas un rythme qui, sur le long terme, me convient. Mais peut-être que c'est un moment où, dans le rythme de ma vie, c'est ça. Hein, et ça apprend. J'apprends d'autres choses. Et j'apprends dans ces rythmes différents là aussi. Hein, c'est aller essayer d'autres pas de danse, de voir, ok, mais il danse comment là. On apprend des choses nouvelles aussi. Et de soi-même, et de dire, ah ben oui, on apprend aussi que comme avec le mal de pied, hein, que c'est bien de ne pas avoir le mal au pied, de savoir que ok, moi mon rythme où je sens que je suis bien, c'est peut-être autre chose. Et de me l'offrir du coup, comme ça me disait, si c'est pas aller travailler en entreprise 9h ou 10h par jour, pour un peu un but qu'on comprend pas trop bien, où on n'est pas ok avec, c'est peut-être d'aller faire autre chose. Et d'avoir aussi le courage de faire autre chose. Parce que souvent, on est dans un rythme et on est tellement habitué au rythme. Et puis tout le monde est dans le même rythme, de toute façon. Du coup, pourquoi est-ce que je devrais changer, hein? On est dans un environnement et une énergie collective où de toute façon, tout le monde fait le hamster. Alors pourquoi moi, je ne devrais pas faire le hamster si tout le monde le fait autour de moi? Et que ça prend aussi parfois du courage de s'extraire de ça, et de dire, non, attends, là, moi, il y a autre chose. Et puis, waouh, ça va beaucoup mieux. Il y a tout plein de choses qui se passaient quand j'étais là-dedans, qui là, tout à coup, moi, je suis quelqu'un de différent. Et en fait, j'aime vachement mieux être ça. Hein? Du coup, ça peut aussi prendre du courage de faire ça. Et qu'il y a des fois, on est obligé de passer par des burn-out. Le burn-out, c'est un moment où le rythme, ça colle plus. On peut plus. Le corps, il dit, non, stop. Et c'est aussi des appels à changer de rythme et à trouver, ok, ça va être quoi alors mon rythme à moi, hein? Mais d'écouter d'abord. On n'écoute pas beaucoup. On ne nous apprend pas beaucoup à écouter, malheureusement. À s'écouter soi-même, à écouter. Hein. On nous dit beaucoup, écoute. Il faut m'écouter. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Ça, oui, mais est-ce qu'on apprend vraiment à écouter pour s'entendre soi-même et s'entendre ce dont on a vraiment besoin? On n'apprend pas beaucoup. Du coup, de se donner des temps d'apprentissage, d'écoute, d'apprendre les apprentissages, là, comme les choses qu'on fait avec Janine tous les matins. Hein, on apprend à écouter des parties de notre corps qu'on ne savait même pas écouter comme ça. Qui tout à coup, ils nous parlent différemment. Il y a tellement de choses juste dans notre corps, c'est cette wilderness, cette sauvagité de notre corps qui peut beaucoup nous apprendre. Et on est beaucoup à le mettre pour aller marcher. Hein. L'école, c'est beaucoup ça. Hein. Je ne vais pas partir sur l'école parce que sinon... Je suis partie pendant 2 heures. Hein. Différents rythmes. C'est bien d'aller explorer
d'aller explorer avec le corps, hein, de danser. C'est tellement important de danser. Parce que c'est aussi explorer les différents rythmes et entendre ce que le corps a besoin. Toutes ces choses-là, tous les arts, c'est aller explorer des rythmes qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre ou d'écouter. J'arrête parce que je ne sais même pas si je réponds à ta question, Katia, je suis désolée. On a encore 10 minutes. Du coup, c'est peut-être juste une dernière question si vous avez. Sinon, on va chanter. Sinon, je vais chanter. Tu vas chanter? Non, je disais, si pas de questions, c'est bon, je vais chanter. Posez votre question avant que je chante. C'est ça que je veux dire. Tu chantes très bien. Je suis filmé. Moi, je vais venir poser cette question parce que ça me pose question. En fait, je ne sais pas comment aborder la colère de l'autre quand elle vient comme ça exploser devant moi. Et je me sens vraiment, vraiment dans une peine profonde avec cette colère, en fait. Elle vient me toucher, en fait, profondément, alors que bien souvent, en fait, c'est vraiment quelque chose qui leur appartient et puis qui est aussi un moyen d'exprimer leur souffrance et puis leur frustration. Et donc c'est pas en fait quelque chose qui m'est forcément destiné, mais je sais pas en fait comment me protéger parfois par rapport à cette émotion qui est vraiment très 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 forte. Voilà, j'avais juste envie de partager ce petit point qui peut être un gros point, qui peut faire comme un peu un moustique en fait dans la nuit. Voilà.
je ne sais pas par quel angle commencer. Parce que quand tu parlais en fait que ton ami se met en colère, je peux me poser la question, est-ce que d'abord je partage en fait quelqu'un qui est un peu comme moi, qui a aussi la colère, comment moi je perçois la colère et qu'est-ce que j'aurais bien aimé que l'autre fait pour moi, pour que tu puisses voir en fait éventuellement ce que ton ami aurait ressenti dans ce sens-là, ici, là-dedans. Ou bien, lorsque mes enfants se mettent en colère, ils ont aussi ça, comment je réagis avec eux, tu vois, pour pouvoir l'aider. Alors commençons par moi-même, ce que je connais le mieux. Donc quand je m'énerve, il y a une colère qui sort en moi, là, énormément. J'ai besoin d'être vraiment dans mon coin, mettre une couette dessus, et puis ça mouline là-dedans, ça boue là-dedans. Donc j'ai besoin qu'on me laisse tranquille dans cette colère, quand même. Il ne faut pas qu'on vienne à ce moment-là. Je puisse au moins de laisser un peu échapper un peu la vapeur de mon côté. Donc ça passe ce moment-là pour venir, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui ça va pas, pourquoi ça passe, je peux t'aider. Surtout pas. Lorsque la personne qui est en colère, simplement laisse-le. Parce qu'en fait c'est un peu comme ces marmites qui est en train de chauffer, qui est en train de... Il y a la vapeur qui sort dans tous les sens, on va essayer pas de l'ouvrir, surtout pas. Ou on va pas essayer de rester trop proche, tout peut exploser. Donc laisse simplement que la vapeur s'échappe un petit peu. Donc restez proche, mais sans être à côté, demander qu'est-ce qui va pas, gna gna gna. Laisse cette personne tranquille. Donc là, ça c'est pour moi. Lorsque je m'énerve, je suis en colère, je préfère qu'on me laisse seul. Parce que ça va décanter un petit peu. Et après, lorsque je commence à être calmé, j'aime bien. Et ça, là, je dis à Thi aussi, un message subliminal, c'est qu'on vient et on prend soin de moi. Parce que j'en ai besoin. Parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste, une incompréhension. J'avais cette idée-là, tu n'avais rien compris, et je suis victime de ça, voilà. Donc en fait, une fois que cet excès de vapeur s'est échappé, c'est là que j'aime bien qu'on prend soin de moi. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est comment moi j'aurais mis. Et tout d'un coup, il suffit que Thi, elle tient dans mes bras, ça. Parce que maintenant, ça y est, la vapeur, elle est partie. Donc il suffit qu'elle ouvre la couvercle, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, je suis prêt. Et je constate en fait avec mes enfants un peu la même chose. Lorsqu'ils s'énervent aussi, je ne viens pas tout de suite, je prends soin de toi et tout. Vraiment, je le laisse comme ça. Je suis à côté. Je regarde. Bon, les enfants, c'est bien, ils sont beaucoup plus rapides que nous. Le rythme est beaucoup plus rapide. Parce qu'ils oublient. Hop. Donc, c'est ça l'avantage, oui, les enfants. Donc, pas besoin de... Moi, s'il faut laisser quand même 7 minutes. Les 5, j'arrive pas encore. Mais au moins 7 minutes, là, dans mon coin, là. Mais les enfants, on peut rester juste à côté, comme ça. Et on l'observe. Et puis on voit qu'en fait, il ou elle est en train de calmer. Et une fois que c'est calmé, on le prend comme ça dans les bras. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, l'enfant, elle lâche aussi. Bon, peut-être parce que c'est ce que tel père, tel enfant, je ne sais pas. Mais en tout cas, la formule marche dans ce sens-là. C'est-à-dire que lorsque l'enfant s'énerve, je reste à côté, je dis pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu vas pas, je te prends soin de toi. Non, je le laisse. Et on voit que ça mouline chez le petit, la fumée partout. Là, on reste à côté. Et lorsqu'ils sont un petit peu plus calmes, et là, je viens tout d'un coup, je touche légèrement. Et en fait, tu touches en premier les bras, les mains, tu sens qu'il n'y a pas de rejet. Là, tu sens, ça y est, la température est descendue. Et là, tout d'un coup, tu prends dans les bras. Et tout d'un coup, là, parce qu'en fait, ils ont besoin. Enfin, moi, je l'ai besoin. Lorsque je suis en colère, je suis malheureux. Et souvent, on dit souvent que lorsqu'il y a quelqu'un qui est en colère, c'est un peu comme un foyer, un feu. Si nous, on est à côté à 1 mètre, on le sent tellement chaud, déjà, un peu comme le foyer qu'on a là, à 1 mètre, on a chaud. Mettez la main dedans, c'est
c'est super brûlant. Donc la personne qui est en colère, c'est un foyer brûlant. Parce que nous, on est à côté, on sent déjà cette chaleur. Donc en fait, cette personne souffre énormément. Donc en fait, il faut juste laisser gagner. Et bien, tenir déjà de la main pour voir si ça marche. C'est pas trop chaud, c'est bon, je peux encore rapprocher. Et là, tu embrasses. Et là, cette personne va pouvoir prendre courage. Parce qu'en fait, elle a vraiment besoin de ça. Parce que c'était l'incompréhension. Et c'est là, à ce moment-là, que tu pourrais poser des questions. Qu'est-ce que je peux faire de toi? Qu'est-ce que j'avais mal compris de ta part? Et cette façon, la personne puisse exprimer. Voilà. C'est un peu comme ça l'expérience que j'ai pour moi et que je pratique avec les enfants. C'est un premier temps décanter, la vapeur échapper et Merci ça. J'aime bien le côté des deux angles différents. Du coup, je vais aussi prendre les deux angles. Et puis les choses qui, moi, m'aident aussi quand je suis dans les deux angles. Quand c'est moi qui suis en colère, ou qui dit quelque chose, ouais, quand c'est moi qui suis dans la personne qui est en colère, ou énervée, ou irritée, ou... Il y a un moment, c'est là, moi j'aime bien ce truc qui hein, on sent qu'il y a quelque chose... Ça. Mal à l'aise, hein. Il y a quelque chose à l'intérieur, c'est inconfortable. C'est l'irritation. Hein, c'est l'irritation qui irrite, tout irrité, les nerfs, tout. Et du coup, qui peut sortir parfois en des choses amères, des choses aigres, des choses comme ça. Comme ça me disait, c'est ces moments-là, toi, t'es le plus mal. Hein. T'es vraiment mal. En plus, tu le vois arriver. Sinon, je vais pas lui dire « Ah, ça y est, il est déjà sorti, c'est pas possible. » Je savais qu'il ne fallait pas le dire. Moi, c'est que l'autre me rappelle qu'est-ce que ça fait. En l'occurrence, ma compagne, c'est ça à elle que je pense en premier. Parce que c'est toujours les personnes avec qui on est les plus proches, hein, avec qui on se permet de faire des choses, avec qui peut-être d'autres personnes on ne se permettrait pas. Parce qu'on a des réserves différentes. Avec les personnes où on est très très proches, ben, y a tout qui sort. C'est ça qui est merveilleux. Parce que du coup, on peut voir les choses qu'on ne verrait pas avec d'autres personnes. Ouais. C'est ça qui est merveilleux. C'est là où il y a un vrai chemin de transformation qui peut se passer. Mais du coup, c'est ça, moi d'avoir un retour, même parfois dans le moment, ou plus tard, mais parfois dans le moment, de dire, mais là, quand t'es comme ça, moi, je ne peux pas être avec toi. Je ne peux pas. C'est pas possible. Parce que j'ai mes propres souffrances, parce que peu importe les pourquoi, mais je ne peux pas être avec toi. Et d'avoir ce retour-là, c'est de dire, ok, bah attends, il n'y a pas que moi dans l'histoire, hein, parce que quand on est en colère, on est vachement dans son propre monde, dans sa propre souffrance, dans ses propres blessures, dans tous ces trucs qui sont difficiles à l'intérieur, qu'on n'arrive pas à exprimer autrement. Parce c'est comme ça qu'on a appris aussi. Hein. Et du coup, de me souvenir que tout d'un coup, il n'y a pas que moi, il y a aussi l'autre. Et que d'entendre comment l'autre se sent, ça me fait un petit peu sortir aussi du truc. Me dire, ok, mais c'est vrai. Ouais, ça m'aide à sortir de la tempête. Ça, c'est une chose. Après, quand c'est moi qui reçois la colère, je crois que moi je suis quelqu'un qui a beaucoup peur de la colère. Parce que mon père était quelqu'un de très très colérique.
Et du coup, moi, je me mets en mode freeze. Hein. Je suis en mode de petit glaçon. Comme ça. Et du coup, c'est intéressant déjà de voir qu'est-ce que ça vient faire sur nous-mêmes, la colère, et de se protéger. Hein, de se protéger. Parce qu'il y a eu des fois où on n'a peut-être pas pu se protéger de la colère d'autres personnes. Alors de maintenant, de savoir qu'on est des adultes et qu'on peut se protéger de la colère de l'autre. C'est possible. Et qu'il faut le faire. Hein, qu'on peut le faire... Oui, que le mode freeze ou le mode... comment on dit ça? Fight, flight, freeze. C'est les 3 modes de réaction. Ou bien on est dans le mode où on se gèle et on reste un petit peu paralysé, ou alors au contraire dans l'attaque, ou alors dans l'échappatoire. Hein, on a différents modes de réaction par rapport à ces choses. Et de reconnaître que ces modes-là, comme je disais hier, ça a pu être salvateur à un moment. De voir de ne pas rester bloqué dans ces modes-là non plus. D'être avec et de voir, ok, moi, comment est-ce que je réagis quand il y a de la colère, quand quelqu'un me balance sa colère comme ça. Déjà, de m'extraire de la situation pour pas continuer à recevoir quelque chose, de pouvoir vraiment partir et de le dire. De dire, excuse-moi, moi là, moi je peux pas. Il va falloir que je sorte de la pièce, je vais aller marcher un petit peu parce que c'est trop difficile. De pouvoir le dire. C'est pas facile de le dire, parce que souvent, pareil, on n'apprend pas à dire comment on se sent au moment important. C'est pas facile à dire. Mais là, je peux pas. Ça veut pas dire que je ne t'aime pas. Ça veut pas dire que je t'aime pas. C'est que là, moi, je dois prendre soin de moi et partir. Et puis après, d'être avec les choses. De prendre soin, hein, d'aller voir, ok, peut-être que là, la petite fille ou le petit garçon qui a reçu de la colère, il a besoin d'être lui aussi, de prendre soin de ça d'abord avant d'aller prendre soin de l'autre personne qui était en colère. Hein. Parce que je sais que si moi je ne peux pas prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ne vais pas réussir comme avec les max à l'oxygène de tout à l'heure que ça me disait. Hein. Je continue à être dans mon truc... dans mes propres difficultés et mes propres blessures à moi. Et je ne vais pas pouvoir faire face à l'autre. Du coup, de vraiment prendre ce temps. Vraiment prendre ce temps. Hein. Si j'ai besoin, c'est d'aller m'allonger par terre dans l'air ou de faire quelque chose qui, je sais, me fait du bien à ce moment-là et de m'écouter à ce moment-là. De vraiment m'écouter. Et après, de pouvoir en reparler. Hein. De pouvoir redire, de pouvoir dire les choses que je veux, de pouvoir exprimer qu'on n'est pas en sécurité. Hein, que si moi, je sais quand j'ai je reçois de la colère, je me sens pas en sécurité. Il y a quelque chose où je me sens vraiment pas safe du tout. Quoi. Et que c'est pour ça que je vais réagir comme je réagis, qui crée éventuellement plus de tension après. Mais de pouvoir exprimer ce manque de sécurité aussi à l'autre. Et de petit à petit pouvoir désamorcer les choses.